J'ai un patient qui est un ancien joueur de très haut niveau dans un sport très toulousain à qui j'ai dit, bon, tu fais gaffe, parce que les patients jeunes, on sait qu'ils en font trop, machin. Et je reçois une vidéo de sa femme 2 mois après la chirurgie, 2 mois et demi après la chirurgie, qui montre ça va. Et en fait, il était en train de faire du wakeboard derrière un bateau. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je dis? Il faut que j'arrête, en fait. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Origine. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, on est à Toulouse. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour toi? Alors moi, j'y suis né. Donc, c'est une ville très sud, grosse culture de bien vivre, etc. Donc, c'est une ville qui est souvent un petit peu cliché parce que on dit que c'est la ville du sud-ouest. Et c'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est assez intéressante au carrefour entre les montagnes, la mer, la Méditerranée. Voilà, donc une vraie qualité de vie. Pourtant, alors on en parlera pendant l'interview, mais tu as quand même bougé dans différents endroits du monde, mais tu es revenu aux sources ici Ouais. à Toulouse. Bon, c'est assez fréquent dans des carrières de se dire qu'on revient. Mais c'était pas forcément un souhait. En fait, moi, je me suis toujours dit que je vivrais ailleurs. Et l'ayant fait, ayant des opportunités là où j'étais, je suis revenu, mais ce qui n'empêche pas d'être toutes les semaines à droite à gauche. Ouais. Hein. C'est ce qui fait partie de mon activité et de mes passions aussi. Ok. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis chirurgien orthopédiste. J'ai 43 ans. Je travaille à l'hôpital, au CHU de Toulouse, depuis le début en fait, de ma carrière. J'ai fait des expériences, on en reparlera un peu à l'étranger. Je me suis baladé. Et aujourd'hui, je m'occupe de chirurgie de la hanche, du bassin, de la traumatologie, tout ce qui a cours aux pathologies dégénératives et sportives de cette région-là anatomique. Voilà. Ok. En plus d'être chirurgien, tu es également enseignant. Oui. Alors ça, c'est la particularité d'être professeur des universités. Pour le public, c'est pas toujours très clair. Est-ce qu'un professeur, c'est quelqu'un qui opère plus et qui est sur les bancs de la faculté? C'est pas très clair non plus pourquoi on peut être jeune et professeur, parce que dans l'imaginaire collectif, il faut avoir une barbe blanche. Ouais. En pratique, être professeur, c'est un statut, c'est une nomination par le gouvernement pour devenir enseignant à l'université. Ok. Et on a une double valence qui est aussi, on est praticien hospitalier, donc c'est PU, PH, praticien des universités, professeur d'université, praticien hospitalier, et on opère, on est médecin, et dans chaque spécialité, en fait, il y a des professeurs d'université, rhumatologie, cardiologie, etc., puisqu'il faut assurer des cours à la fac. Ouais. Et on donne des cours pour les étudiants en médecine, pour les kinés, pour toutes les spécialités médicales et paramédicales. Est-ce qu'un professeur est quelqu'un qui continue obligatoirement à exercer? Alors, non, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui peuvent décider de s'orienter que vers la recherche, plutôt inhabituel. En tout cas, dans les universités en France, dans les hôpitaux en France, les professeurs continuent en grande majorité à avoir une activité clinique. Okay. Mais en fait, au même titre il faut réfléchir au même titre que les professeurs d'université d'autres spécialités non médicales. Si tu es professeur de mathématiques, tu vas faire que de l'enseignement et de la recherche. Ouais. Voilà, donc pour être professeur, ça veut dire faire de l'enseignement forcément, par contre. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te... Est-ce qu'aujourd'hui, alors je repose ma question, est-ce que la médecine, la pratique de la médecine est une passion? C'est difficile de faire ça s'il n'y a pas de passion. Et c'est assez marrant de voir à quel point, alors je parlais de moi, mais aussi de mes autres collègues, combien de collègues disent non mais c'est sûr, je ne vais pas faire ça tout le temps, et il n'y en a aucun qui arrête. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même peu de métiers qui a autant de reward, pour utiliser un mot anglais, de retours positifs. Ouais. Y a des gens qui font plein de métiers extraordinaires, mais nous, il y a beaucoup de gens qui nous disent merci tous les jours. Alors, j'ai la chance de faire une spécialité où les gens ont des pathologies fonctionnelles. Ça, c'est important. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le choix de cette spécialité aussi pour moi. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens tous les jours, je sors de consultation là, plein de gens qui m'ont dit merci. C'est quand même rare dans un boulot. Ouais. Donc, c'est très fascinant à quel point on peut vraiment aider les gens dans cette spécialité. Alors, je sens que toi, ce qui te pousse, c'est à aider les gens. Est-ce que parmi tes confrères, effectivement, il y a d'autres motivations? Que ce soit le challenge intellectuel, le fait de faire partie aussi d'une élite, ou tout simplement, comme toi, aider les gens ou d'autres sources de motivation?
Tu veux dire par rapport au fait d'être professeur? Par rapport au fait d'être chirurgien ou en Ouais. tout cas de pratiquer la médecine. En fait, il y a toutes les dimensions qui sont toujours à divers degrés impliquées. Le fait d'être professeur, pour certains, c'est le Graal parce que c'est un statut. Alors ça, on peut en discuter parce que d'ailleurs, c'était un statut qui était extrêmement prisé il y a quelques décennies, qui est passé par une phase où c'était compliqué parce que travailler à l'hôpital, ça demande certains investissements dans d'autres choses que juste faire son métier, dans l'encadrement, dans l'organisation, voilà, il y a des lenteurs hospitalières qui sont liées à plein de facteurs et pas forcément des problèmes, comme tout le monde veut penser à l'hôpital. Enfin, nous, on fonctionne très très bien, on a une très grosse activité, mais on a d'autres choses à faire aussi, on a de la recherche. Donc il y a l'aspect, effectivement, avoir le titre, comme on dit des fois, mais il y a aussi d'autres aspects qui est l'enseignement, qui est le fait d'avoir de la stimulation intellectuelle. Parce qu'effectivement, quand un patient a des complications ou un cas très compliqué, ben souvent, on l'envoie au CHU. Et nous, c'est notre rôle est complètement assumé d'aller traiter les pathologies complexes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi, et c'est un peu inhabituel en France, nous, d'être extrêmement spécialisés. Moi, aujourd'hui, je ne traite que de la pathologie de la hanche et du bassin. Et mon collègue d'à côté traite du genou. On fait cependant des staffs ensemble, donc on sait ce que font les autres, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas des idées de ce qui se passe ailleurs. Beaucoup de grandes découvertes en médecine ou progrès ou innovation, elles ont été faites parce que dans une spécialité proche, il y a eu des recherches et voilà. Donc on est obligé de faire de la recherche, on est obligé de lire, on est obligé de se renseigner pour pouvoir progresser. Ça, je fais un parallèle avec ce que j'ai vu de Grey's Anatomy, j'ai vu toutes les saisons. Et tout n'est pas vrai, hein. Tout n'est pas vrai. Ben justement, et on voit toujours les chirurgiens se battre pour le cas le plus compliqué. Ouais. Alors, ce qui est fascinant dans ça, il faut vendre du papier ou des films. Hein, donc, il n'est pas possible aujourd'hui et nulle part d'être aussi peu spécialisé que dans Grey's Anatomy. On ne va pas opérer un cerveau et juste après un genou avec les technologies les plus avancées. C'est pas possible. Parce que c'est trop demandeur sur le plan technique, sur le plan des investissements, même un robot. On parle souvent, tous les 2 épisodes, il y a un robot. Un robot, ça coûte 1 à plusieurs millions d'euros. Tu ne peux pas l'utiliser pour aller faire une intervention. Il n'y a pas de modèle économique derrière. Et le problème du modèle économique est un vrai sujet en médecine. Parce qu'aujourd'hui, on a des industriels qui ont de la technologie disponible. Et à raison, hein, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ils ont amené des améliorations. Mais est-ce que ça a du sens pour améliorer juste un petit peu la qualité des soins versus le coût que ça? Tu vois, il y a beaucoup d'implications. Donc, pour revenir à Grey's Anatomy, parce que ce qui est fascinant dans Grey's Anatomy, c'est surtout la vie des internes. C'est ça le sujet de la série. Et ça, on l'a toujours. Moi, les internes qui se battent, moi, c'est toujours la guerre. Alors, j'ai de la chance, hein, peut-être que je suis sympa, mais mes internes, je suis très fier quand c'est le dernier semestre, c'est-à-dire le plus senior qui me choisit. Parce que ça veut dire que tu es choisi en premier, donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'appétence pour venir avec toi. Moi, je suis assez fan de ça. Et un interne qui est motivé, il a toujours une porte ouverte. Il y a des internes de chirurgiens étrangers qui veulent venir, ma porte est toujours ouverte, bien sûr. Venez, voilà, si vous pensez que ce que je fais est pertinent, ma porte est ouverte. Tu disais que c'est une mauvaise représentation de la réalité Grey's Anatomy, parce qu'ils peuvent faire de la chirurgie cardiovasculaire, ensuite de la chirurgie de l'appareil locomoteur. Ce que tu veux dire par là, c'est que les chirurgiens, aujourd'hui, sont des hyper spécialistes. On n'est pas chirurgien du corps en général, mais on est chirurgien vasculaire, de l'appareil du genou, de la hanche, etc. Alors, mauvaise représentation, c'est pas très grave, parce que les gens nous en tiennent par rigueur, ils pensent bien que la vie, c'est pas Grey's Anatomy. Mais par contre, sur le fond, effectivement, tu as raison. Je pense qu'on ne peut pas bien faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et nous, c'est des sujets qu'on a aujourd'hui, parce que, par exemple, il y a des implants ou certaines formes d'implants qui posent des problèmes. Moi, je fais de la chirurgie de la hanche, par exemple. Tout le monde a entendu parler des chirurgies qu'a eu Andy Murray, qui fait du tennis à très haut niveau. Tout le monde le sait, il y a même des séries là-dessus. Son type de prothèse est aujourd'hui interdit dans beaucoup de pays. Et on sait que ce n'est pas la prothèse qui pose le problème, c'est la qualité de pose. Donc, est-ce qu'il faut sélectionner que des chirurgiens ou autoriser que des chirurgiens qui ont des très gros volumes à l'utiliser? Moi, je suis persuadé que oui. Il faut être, le mot est souvent un gros mot, mais pas du tout, il faut être élitiste, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir mesurer la performance. Et si tu ne mesures pas la performance, tu ne comprends pas pourquoi il y a des mauvais résultats. Et en fait, on sait aujourd'hui
qu'il y a une vraie vertu à opérer de façon intense. Pas intensive, intense. Et avoir des gros volumes. Et pour les patients. Donc, plus forte est la spécialisation, meilleur est le résultat. Ce qui pose problème, au moins sur le plan intellectuel, c'est de dire, mais du coup, vous êtes plus capable, c'est le truc éternel. Si vous êtes sur une île déserte, tu n'es pas capable de faire une appendicite. Alors déjà, on a quand même des pratiques générales initiales. Un interne de premier semestre, il ne va pas mettre des prothèses de hanche. Mais par contre, il y a des capacités à comprendre les autres pathologies parce qu'on a fait de l'anatomie, parce qu'il y a un socle commun. Et c'est d'ailleurs l'importance de... Autant je pense qu'il faut se spécialiser rapidement après l'internat, autant le socle commun de science, il est capital. Et aujourd'hui, on a eu tendance, parce que pour la modernité des enseignements, à peut-être limiter les savoirs plus fondamentaux, comme l'anatomie. C'est une très mauvaise chose. L'anatomie, c'est la base de tout. Alors, tu fais un très bon parallèle parce que c'était ma prochaine question, c'est-à-dire je comprends les bénéfices de l'hyperspécialisation et des résultats que ça peut apporter. Mais si demain, effectivement, le chirurgien cardio, il est absent, il n'est pas là, etc., et que tu es la seule personne qui se retrouve justement à opérer au CHU, chose qui n'arrivera jamais, on est d'accord. Mais est-ce que tu peux être appelé ou est-ce que, en tout cas, tu as les compétences pour pouvoir agir? Mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. Donc, à quoi ça sert de faire des scénarios qui n'arriveront jamais? Si c'est une intervention qui n'est pas urgente, on la remet. Il faut que le gars le plus acéré, le plus brillant là-dedans puisse venir. Si c'est une urgence, par contre, et c'est là où le socle commun est important, il faut être capable de savoir si, même si ce n'est pas ma spécialité, il faut qu'on ait un environnement. Mais on a des urgentistes brillants, on a des cardiologues brillants, tout le monde a le socle commun, en pratiquant en tout cas, même si on oublie des choses. Mais il y a des feux rouges et des stops où on dit là, il faut faire un truc en urgence. Voilà. Et on a. Alors, moi, je vis un luxe parce que je travaille au CHU, en plus dans un CHU qui est formidable et le premier, souvent, de France. Et donc, on a des ressources. Et ça, c'est formidable. Parce que souvent, l'hôpital est décrié, mais l'hôpital, il n'y a aucun endroit où il y a autant de spécialités et de cerveaux au même endroit, quoi. Donc, le fameux scénario de l'île déserte n'existe pas. Il ne faut pas fantasmer là-dessus. Est-ce que c'est une nouvelle tendance de ces dernières décennies? Parce qu'il m'a semblé, peut-être je me trompe, mais qu'il y avait plus de chirurgiens généraux avant qui existaient. Alors, il y a deux choses. La raison, c'est expliqué par deux choses. Un, c'est parce qu'avant, on était tous chirurgiens généraux d'abord, puis spécialisés ensuite. Mais les études ont changé, c'est-à-dire qu'on se spécialise très vite. Donc ça, par défaut, le chirurgien général, c'était ce qu'on appelle le chirurgien viscéral maintenant, ça n'existe plus en tant que tel. Il y a une spécialité de chirurgie digestive et les gars sont extrêmement spécialisés dans leur truc. Voilà. Après, il y a un deuxième élément qui est effectivement, il y a une tendance à se spécialiser parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Alors, on peut se poser la question de pourquoi. C'est parce qu'on connaît de mieux en mieux les spécialités que c'est de plus en plus complexe. Parce qu'avant, c'était le bistouri et les pinces et on faisait à peu près tout. Aujourd'hui, on enlève des prostates avec des robots. Si j'ai pas utilisé le robot, je vais pas l'utiliser demain en fait. C'est trop spécialisé. Et tant mieux, parce que les résultats sont meilleurs. Maintenant, si je reviens sur la théorie de l'île déserte, oui, demain, si avec un bistouri, il faut enlever une appendicite, eh bien, je la trouverai au bout d'un moment. Je ne ferai peut-être pas les mini-voies d'abord qu'on voit maintenant, ça sera pas sur oscilloscopie, mais on est capable de faire ça parce qu'il y a des savoirs fondamentaux qui est que une artère qui saigne, il faut la cautériser, la peau, il faut la couper, c'est des gestes. Par contre, effectivement, c'est l'expérience. Même si le scénario de l'île déserte est peu probable, vous êtes tout de même formé avec ce socle commun parce qu'il y a des bases. Intervenir. Et d'ailleurs, ce qui a toujours été gardé, et je pense que c'est très vertueux, tu ne peux pas faire des stages que dans ta spécialité. À un moment, tu es obligé de faire des stages, ce qu'on appelle hors filière, dans d'autres spécialités. Et quand on est travaillé en hôpital périphérique, je suis allé faire des appendicites d'ailleurs, des accouchements, des césariennes, des choses comme ça. C'est des choses qu'on a tous quand même dans notre socle. Et même si tu es spécialisé en hanche, il y a une vision toujours qui est holistique, c'est-à-dire que même si on se concentre sur la hanche, il y a toujours une relation directe ou indirecte avec d'autres structures. Oui. Alors, pour notre spécialité, même si on est très articulaire dans ce qui est la chirurgie froide, réglée, organisée, patient peut me voir, il a mal et je l'opère, 1 mois ou 2 mois, 3 mois après, on est plutôt là, mais tous les matins, on a un staff de traumatologie
avec tous les chirurgiens du service Ok. et on discute tout de la traumatologie qui est la base de tout. Ouais. On a des staffs avec d'autres spécialités, donc on connaît toute la pathologie. Et moi, je fais encore de la traumatologie des gardes et je vais opérer des pieds, des épaules, des mains. Voilà, c'est des choses voilà. Il y a des spécialités qui sont plus ou moins ouvertes. C'est vrai que la main, c'est une chirurgie un petit peu à part. Mais par exemple, tu vois, la chirurgie de la main, c'est possible d'en faire quand on est orthopédiste, chirurgien orthopédiste, mais aussi chirurgien plasticien. Ok. Tu vois, il y a des ponts entre les spécialités Ouais. qui existent. Comment tu as vu ton métier évoluer à travers pendant les 20 dernières années, que ce soit au niveau de la technique, des connaissances, peut-être des nouvelles technologies, de la robotique, on pourra parler de l'IA. Une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des spécialités de la médecine que lorsque tu étais étudiant n'existaient pas? Alors, je vais commencer par la fin parce que ça va Ça va- expliquer un peu le début. Est-ce qu'il y a des choses qui n'existaient pas? Oui, parce que la technologie a explosé. Alors, dans la technologie, je mets de côté les robots, j'en parlerai après sur ma spécialité, mais la technologie, c'est les outils diagnostiques. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vois les études de mes premiers, deuxième, troisième années de médecine, il y a des techniques de séquençage, de génétique, de biologie moléculaire. Moi, elles n'existaient pas. Ouais. Alors, je suis prof, mais je ne suis pas très vieux. Mes études de médecine, c'est 2000. Donc, ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Et pourtant, en 25 ans, les technologies de diagnostic ont complètement changé. Ce que ça a changé, du coup, dans les études, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de temps pour apprendre ces nouvelles choses, mais qu'il faut tout faire rentrer dans ces 6 ans d'études. Parce que 6 ans, ça paraît à tout le monde, ouais, c'est long les études de médecine, Ouais. mais c'est hyper court pour apprendre l'intégralité de la médecine, sachant qu'à l'internat, ce que je te disais, socle commun, pourquoi l'internat c'est complexe et pourquoi il faut que je bosse toutes les spécialités? Parce qu'il ne faut pas que je puisse passer à côté du diagnostic urgent. D'ailleurs, l'internat est intéressant pour ça, c'est que pendant très longtemps, bon, ça a évolué au fur et à mesure des réformes, etc., mais l'internat n'a pour but que de te permettre d'être alerte sur le cas complexe. Ouais. Pardon, je vais pas dire le cas complexe, le cas urgent. Le cas complexe, il sera pour le spécialiste. On ne demande pas à l'internat de savoir la technique de la prothèse de hanche. On te demande de dire, est-ce que tu es capable de diagnostiquer quelqu'un qui va avoir fait une urgence, une complication d'urgence, une infection, etc. Donc pour répondre à la question, ce qui a changé sur les études et sur l'évolution de la médecine, c'est vraiment de la technologie. Il y a le deuxième versant, c'est le versant pédagogique. On n'enseigne plus du tout pareil. Nous, on était 350 dans l'amphi. Au final, souvent, tu étais 12 dans l'amphi, Ouais. parce que personne venait, parce qu'on faisait la fête, parce que des mauvaises raisons. Ouais. Mais ça a évolué aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des amphis qui sont moins fréquents. On a beaucoup moins de cours magistraux comme on avait. On a tous souvenir de profs. J'en fais quelques-uns par an, mais c'est beaucoup plus maintenant vers de l'enseignement de TD, de petits groupes, avec des méthodes de pédagogie qui ont complètement changé. L'explication par des cas cliniques, par des cas précis. On n'est plus dans les grands enseignements livresques, ça n'existe plus du tout. C'était des scènes de théâtre. Ouais, mais avant, bien non? sûr. Des cours de médecine. Et des sketchs. Quand on a tous des souvenirs de première année où on est 600 dans l'amphi et il y a le prof qui te fait les grands dessins au tableau. C'est génial. Avec Mais les tableaux électriques qui descendent. ouais, voilà, exactement. Et ça existe encore. Hein. Mais je pense que grâce aussi à la technologie, pour le coup, là, de l'innovation dans notre vie de tous les jours, on fait différemment, et heureusement. Donc la pédagogie a beaucoup changé, et donc on est beaucoup plus proche de nos étudiants. Alors, c'est un peu en plus paradoxal, parce qu'on doit être beaucoup plus proche des étudiants en petits groupes, Oui. et on a fait exploser le nombre d'étudiants en médecine. Mais pour une bonne raison, c'est qu'il manque des médecins. Ces décisions politiques n'ont pas été prises sur les décennies qui viennent de se passer. Il fait qu'on est en retard sur le plan du nombre de médecins. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de relocaliser les médecins. Le problème fondamental, j'essaie de pas, c'est pas corporatiste quand je vais dire ça. C'est pas où ils sont les médecins, c'est combien ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on veuille pas qu'il y ait des internes, enfin des médecins à Toulouse, ok, mais il en manque aussi à Toulouse. Ouais. Voilà, il en manque pas que dans le nord et dans les petites villes. À Toulouse aussi, il manque des médecins. Donc ça, c'est l'aspect enseignement. Tu me posais la question sur la formation. Tout ça, ça a beaucoup changé. Maintenant, sur ma spécialité, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est hyper spécialisation. Parce que, et c'est lié à la technologie, on fait des chirurgies beaucoup plus efficaces. On a augmenté du coup nos cadences. Ça, c'est un vrai sujet parce que du coup, ça veut dire qu'un service et un fonctionnement doit être efficace.
efficace, c'est efficient, d'accord? Dans le sens où c'est pas une question de rentabilité. Moi, je travaille à l'hôpital public, mais par contre, c'est une question d'efficience au sens où il a été montré, et ça, tout est prouvé. Moins on passe de temps au bloc, moins on passe de temps à faire une chirurgie, moins on passe de temps à l'hôpital, mieux c'est. Ouais. Meilleures sont les suites, moins on a de complications. Donc, il y a une logique à être efficace. Ouais. Avant, on disait, mon patron, il me le disait, hein, quand il était interne, les patients, ils restaient 3 semaines à l'hôpital. Moi, s'il y en a un qui reste plus de 24 heures, je vais dire, qu'est-ce qui se passe, quoi? Les patients sont souvent choqués parce qu'ils pensent que c'est parce qu'on veut le mettre dehors, mais pas du tout. Dire qu'il a été montré que si vous restez trop longtemps à l'hôpital, c'est moins bien pour vous. Okay. Les scores cliniques le disent. Ça ne veut pas dire qu'on voit moins les patients parce que, par exemple, dans mon parcours patient, on les voit en amont de la chirurgie, mais on les fait venir à l'hôpital pour faire de l'éducation patient. On les suit par des outils digitaux dans lesquels on va envoyer du contenu pédagogique. On va les questionner très souvent. Je t'en reparlerai. En fait, tout ça, cet environnement de cocooning, oui. On les laisse avec de l'information. Oui. Ça fait de la diminution d'anxiété. Ça fait des scores cliniques qui sont meilleurs après l'intervention. Mais ça va de pair avec l'évolution des techniques chirurgicales qui sont de moins invasives, moins d'anesthésie. Ouais. Qui permettent justement une... Ouais, et en plus, quand je dis, il a été montré que c'était mieux de les laisser sortir tôt, mais même si on voulait les garder plus, qu'est-ce qu'on ferait en fait? Parce que les patients, ils vont bien. Donc, voilà. Je parle de ma spécialité, effectivement. Mais c'est une dynamique un peu générale dans toutes les chirurgies, en tout cas. Okay. Concernant, alors, un sujet qui m'intéresse fortement, c'est justement les LLM, hein, tout ce qui est ChatGPT, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui sont utilisés par les professionnels de santé dans leur pratique ou dans le diagnostic? Alors, on sait que d'un point de vue de la radiologie, c'est utilisé depuis de nombreuses années. Maintenant, ce que l'œil humain n'est pas capable de percevoir, une IA entraînée peut-être sera capable de la percevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui rentre dans vos pratiques? Alors, oui, de façon un peu marginale. En fait, il y a deux sujets. Il y a énormément d'investissements là-dedans, parce que c'est une tendance extraordinaire. Il y a des levées de partout. Il y a beaucoup d'argent derrière. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui sont montées avec des grandes promesses. Parce que tu parles de radiologie. Aujourd'hui, en pratique quotidienne, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de startups qui sont montées, qui ont levé plein d'argent. Ma journée aujourd'hui ne dépend pas du tout pour la radiologie d'IA, zéro. C'est-à-dire que je regarde encore mes images une à une, etc. Maintenant, il est sûr que ça va aider parce qu'il y a des cas complexes et l'IA, en accumulation de données, nous permettra de faire, d'améliorer en tout cas ça, c'est sûr. Maintenant, on va dire que dans notre spécialité, nous, comme outil tous les jours, ça va servir de façon marginale sur des questions pratiques, le dernier protocole publié, le dernier, voilà, des choses un peu de mise à jour, mais sur des décisions cliniques assez peu. Assez peu. Il y a pas assez de données pour justifier d'être complètement de fermer les yeux et de faire confiance à l'IA. Il y a des études qui sont intéressantes, mais attention à ce qui en ressort. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de comment la souris fait des œufs ou comment voilà. L'IA peut dire aussi n'importe quoi et d'autant plus que c'est spécialisé. Alors c'est facile pour aider à écrire des papiers, un résumé, une information patient, etc. Mais attention à l'aspect diagnostic. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est qu'il faut vraiment le peaufiner. Surtout quand tu arrives à de la surspécialité. Où en fait la question c'est pas savoir s'il y a de l'arthrose ou pas d'arthrose. Ça tout le monde est capable de le voir. C'est savoir vraiment ce qui va améliorer le patient. Et là, par contre, on entre dans des choses qu'on utilise, c'est du prédictif, ou en tout cas de l'aide au prédictif. Plus on peut collecter de données, plus on va être capable de créer des modèles. Et là, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel on travaille, où on a commencé à collecter depuis pas mal d'années des données de vie réelle. Historiquement, un patient, il vient et tu dis, bon, vous l'avez opéré, enfin, tu l'as opéré, il vient te voir. Et on sait que l'évaluation d'un patient opéré par son chirurgien est complètement aberrante en termes de résultats. Il a été montré que, par exemple, je donne un exemple parce qu'on avait fait une étude là-dessus, si je demande à un chirurgien, je fais des études, ça, à 90 degrés, de coude. Ça, pour un chirurgien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de 20 degrés entre si tu demandes de mesurer de façon objective ou de façon subjective, il y a une différence qui est énorme. C'est lié au quoi? Un biais de j'ai envie que mon patient aille bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui ont besoin de nous recentrer. Et le seul moyen de recentrer,
c'est d'enlever la blouse blanche. Parce que nous, nos patients, une espèce de biais de la blouse blanche qui va te dire « Vous allez bien ?» « Oui, ça va bien. Oui. » Et après, tu sors, et il va dire à l'infirmier qui est avec toi « Non, mais ça va pas du tout. » Et ça, il faut s'en séparer, en fait. Oui. Et donc, il y a qu'en questionnant le patient chez lui, questionnant régulièrement, que tu vas pouvoir amener de la data de qualité. Okay. Je veux que le patient il me dise qu'il aille mal. Donc, on arrête avec ces publications qu'on a fait pendant des décennies, disant « Oui, score 100%, tout le monde va bien, c'est génial. » Ouais, d'accord, mais alors pourquoi, après une prothèse hanche, tout le monde ne fait pas des marathons? Parce que tout le monde ne fait pas des marathons. Et la question, c'est comment on va, avec des modèles prédictifs, arriver à sensibiliser des variables qui vont être responsables d'une mauvaise évolution pour pouvoir les prévenir en amont. Or, on a fait ça, on le fait depuis très longtemps sur la cigarette, par exemple. On sait que si tu fumes, tu vas aller moins bien. Mais il faut le dire aux gens. Ouais. Mais on le sait. Tu vois, la question, c'est comment on le mesure. C'est ce que tu fais avec Hortense. Ouais. Ça, c'est un outil donc, de collecte de données en vie réelle, effectivement. Okay. C'est sortir en fait de l'appréciation subjective du médecin, mettre des données et mettre des protocoles en lien. Alors, Hortense, rapidement, c'est un outil digital qui va se mettre en relation avec le patient. Alors, nous, on l'utilise comme plateforme dans le sens où les patients allant vers ça, étant inscrits dans mon protocole, c'est pas que du protocole de suivi, c'est qu'aussi ils recevront tous mes interlocuteurs en dehors de l'hôpital, celui qui va fournir les attelles, celui qui va fournir les médicaments, celui qui va fournir l'infirmier qui va venir faire les soins. Donc c'est une espèce de plateforme de mise en relation. Et plus qu'un outil de suivi, c'est aussi un outil statistique. Oui, et derrière, du coup, on a ces données-là qu'on va utiliser pour le patient lui-même, parce que ça va donner des alertes. Un patient qui a mal à plus de 7 sur 10 une semaine après l'intervention, c'est pas normal. Ouais. J'ai une petite alerte. C'est des données qu'on n'avait pas avant. Parce qu'en fait, les patients, souvent, ils souffrent un peu en silence. T'appelais, tu les rassurais, donc ils souffrent encore en silence. Mais quelle est la vraie donnée de ça? Personne ne le sait, en fait. Okay. Donc ça nous donne un proxy sur la vie réelle, ce qui est très nouveau. C'est-à-dire que les réponses patients sont moins biaisées, en tout cas par cet outil, plutôt que si c'est toi qui poses la question directement à ton patient. Ça, c'est clairement montré. Et en tout cas, on sait que un patient va changer ses relations, sa réponse en fonction de son interlocuteur. Okay. Et même si sa réponse à lui, elle est forcément biaisée. Parce qu'on a des patients qui sont plus ou moins sujets à la douleur ou qui ont un seuil de tolérance. Mais c'est pas grave, parce que ce patient, il a toujours ce même seuil. Oui. Donc son suivi dans le temps, il va mettre ses biais à lui, mais toujours les mêmes. Je vois. Par contre, c'est intéressant quand tu commences à agréger des données sur toute ta patientèle. Parce que tu peux dire, tiens, ce patient, il va moins bien que mes autres patients. Mmh. Mais encore mieux, parce que maintenant, Hortense, ou une déclinaison qui est Renacote, qui est le registre national, maintenant analyse les patients de toute la France. Ouais. Et donc, du coup, tu vas pouvoir te comparer ton activité, toi, par rapport aux autres patients. Ouais. Et si tu dis, bon, mais sur 10, mes patients, sur les 10 premiers jours, ils ont mal 2 points de plus, peut-être que ton protocole de gestion de la douleur post-opératoire, il n'est pas bon. Okay. Et nous, on modifie régulièrement des protocoles, etc. Alors qu'avant, qu'est-ce qui se passait? On avait des données un peu... Voilà. Et on modifiait nos protocoles par des symposiums ou des recommandations nationales, mais qui arrivent toujours 10 ans trop tard. Parce que là, on a de la donnée tout le temps. Avant, on avait des données avec des grands trucs, des études, okay. On améliore en tout cas la prise en charge des patients, ça c'est sûr. Une autre question que j'ai sur les LLM, donc c'est sur ces langages justement, et on est, je pense, qu'au début, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression qui est immense. On sait très bien, il me semble, à moi, en tant que non-professionnel de santé, ou en tout cas médecin ou chirurgien, que l'erreur en chirurgie est principalement due à une erreur qui est peut-être humaine. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde des reportages sur des médecins qui ont fait des erreurs chirurgicales, qui étaient fatigués, qui sont mal couchés, qui ont bu de l'alcool la veille, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les LLM seront justement des outils qui permettront justement d'améliorer, en tout cas, ou de réduire le taux de complication des chirurgies en étant assistés peut-être avec cette connexion robot-LLM et le chirurgien humain qui contrôle finalement ce couple qui opère directement sur le patient? En fait, il y a 2 sujets là-dedans. Il y a le sujet de la faute ou l'erreur médicale. Je pense que c'est ce dont tu parles. L'erreur médicale, elle existe et elle pourra être effectivement, en tout cas, pas annulée, mais limitée. Par ça, parce qu'on aura
beaucoup plus d'acuité sur le nom, le prénom, l'identité du patient, le côté opéré. Ça, c'est des vraies erreurs. Mais c'est pas que c'est pas que par des langages, parce que ça peut être aussi faire une petite fiche, et ça existe, ça s'appelle la checklist, qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, une checklist, c'est bien le patient, de bon côté, etc. C'est tout con, mais ça te permet d'éviter des erreurs de côté. Et c'était un truc qui était, ouais, c'est embêtant. Non, mais c'est pas embêtant. Tout le monde doit faire une checklist, c'est évident, d'accord, comme en aviation. Mais par contre, on peut les automatiser avec effectivement un warning qui va s'allumer. On va pouvoir rajouter des outils pour nous surveiller. Ou par exemple, interdire de débuter l'intervention si la checklist n'avait pas été validée, cochée. Bon, voilà. Donc les erreurs médicales, elles peuvent être aussi aidées parce que tu vas avoir des patients, des outils qui vont filmer pendant les interventions. Oui. Et on sait que sur les gestes, il y a des algos qui commencent à travailler là-dessus. C'est un stade précoce, mais pas tant que ça, parce qu'il y a cette marche déjà. Est-ce que je fais, alors ça peut servir aussi pour l'enseignement, est-ce que je fais le geste au bon moment? Est-ce que, voilà. Et tu peux avoir des warnings, et voilà. C'est des choses qui sont en train d'être mises en place, basées sur de la caméra et du process, quoi. Je fais mal, voilà. Mais ça peut être également est-ce que j'ai fait toutes les étapes de la chirurgie? Ça peut être ça. Okay. Donc ça, c'est l'aspect erreur médicale. À côté de ça, tu as tout le côté, les patients ne se plaignent pas forcément, ou on parle de plaintes ou de poursuites, ou des patients juste qui vont mal. Hein. Ce n'est pas forcément lié à une erreur médicale. Notamment parce qu'on sait, et c'est lié à ce que je disais avant sur Hortense, c'est qu'on sait que c'est surtout le patient qui influence son suivi. Et je dis souvent à mes patients, là, dans l'éducation patient qu'on fait en préopératoire, n'en déplaise à l'ego des chirurgiens, le résultat, il dépend beaucoup plus, on le sait maintenant, du patient que de nous. Oui. Alors aussi parce que notre geste est devenu beaucoup plus reproductible. Mais le patient, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, parce qu'il y a peut-être des patients qu'il ne faut pas opérer. Parce que grâce à de l'algo et de l'analyse de données préopératoires, on est en train de travailler là-dessus. Peut-être qu'il ne faut pas les opérer à ce moment-là. Comme je dis souvent, le patient qui va le mieux avant, c'est le patient qui va le mieux après. Ça veut dire qu'il y a un momentum. Un patient qui va très mal, on sait qu'il aura des douleurs post-opératoires. Mais au lieu de l'opérer et dire vous allez aller très mal, peut-être qu'il faut l'orienter vers notre plateforme de kiné qui va aller le mettre au meilleur niveau, comme un sportif. Oui. Tu te prépares avant, tu te reposes après. Donc on dit, voilà, la Coupe du Monde, c'est le jour de la chirurgie. Et on fait un rétro-planning pour voir comment vous allez. Et si jamais il n'est pas au top ce jour-là, je pense que le futur sera là-dedans. Okay. Il faudra changer les dates opératoires des patients. Okay. Ça va être un bazar, mais je pense que pour le coup, si tu mets 2-3 algos qui t'organisent tout ça, c'est un puzzle d'organisation, je pense qu'on ira assez rapidement vers ça, de l'optimisation. Alors j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est pour revenir sur la robotique et les intelligences artificielles. Est-ce que tu penses que le chirurgien aura juste un rôle de regarder ce qui se passe et qu'on aura une super machine avec un bras robotisé qui tiendra un scalpel et qui fera tout le processus chirurgical? Ouais, alors, il y a la question de l'acceptabilité déjà. Parce que même si ça passe de plus en plus dans le commun, dans l'esprit collectif, il faut être OK. Et on voit, alors nous, on est un peu suiveurs, mais en aéronautique. Pourquoi il y a encore des gens dans les avions? Oui. Parce que personne ne serait OK pour monter dans un avion où il n'y a pas de pilote. Oui. C'est essentiellement le problème. Voilà. Alors que un atterrissage et un décollage, aujourd'hui, je parle, voilà, je ne suis pas homme de l'art, mais on sait qu'il y a la majorité des procédures qui peuvent être assurées par une intelligence non humaine. Oui. Pour la chirurgie, c'est un peu pareil, au final. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je fasse au bloc qui ne réponde pas à un process intellectuel, donc qui est numérisable à un moment. Oui. Voilà. Est-ce que les patients seront OK pour se faire opérer par un robot strictement? C'est discutable. Après, nous, en orthopédie, il y a la notion, alors, quand tu ouvres, c'est parce que tu dois mettre des implants, dans la majorité des cas, et quand tu dois mettre des implants, de toute façon, il faut faire une ouverture dans laquelle on voit. Donc nous, comment on utilise aujourd'hui les robots, essentiellement, c'est pour la précision du positionnement des implants. Okay. Mais comme je disais tout à l'heure, ça dépend à quel point c'est pertinent, parce que est-ce que changer de 1 degré l'implant de positionnement, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va changer l'évolution de mon patient? J'en sais rien. Et en plus, ça voudrait dire que ce degré, il est
la bonne cible. Mhm. Et ça, on ne le sait pas non plus. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui vraiment au début parce qu'on ne sait pas quel est l'objectif cible du positionnement de l'implant et on ne sait pas s'il y en a un impact. Mais je pense que c'est quand même une révolution par laquelle il faut passer parce qu'on va optimiser. Si tu veux, si tu as une courbe de Gauss de distribution des valeurs, la question, c'est pas tellement est-ce qu'on va améliorer le patient moyen, c'est est-ce qu'on va supprimer les outliers. Les outliers, c'est les patients qui sont en dehors de la courbe. Ouais. C'est pourquoi ces patients vont mal. Et ça, si on arrive à retirer la variable qui est chirurgicale, mais peut-être qu'on améliorera ces patients-là. Ok. Mais après, il ne faut pas se voiler la face. Là, on travaille sur des modèles prédictifs, comme je te disais. On est capable d'expliquer 90% de la variabilité des résultats à 6 mois. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Les résultats à 6 mois, on fait un modèle prédictif qu'on explique à 90% par seulement des données préopératoires. Ok. C'est-à-dire pas par ce que je fais pendant l'intervention, par des données qui sont liées au patient uniquement. Ouais. Tu vois, donc tout le monde se focus sur la chirurgie parce que voilà, c'est ça Ouais. que ça se passe. C'est l'acte Mais en fait, lui-même, ça se passe avant. certainement encore plus en dehors. Ouais, ok. L'autre question, on en a parlé, c'est justement l'aspect judiciaire. C'est-à-dire qu'un chirurgien peut être exposé judiciairement, notamment pour des erreurs médicales, qui peuvent avoir des complications qui peuvent être plus ou moins graves. Comment vous protégez par rapport à ça? Alors là aussi, il y a de la techno et il y a tout le reste. Le numéro 1, c'est l'information. C'est-à-dire qu'en fait, si tu parles avec un patient, que tu as un discours qui est honnête, clair, tu sais, c'est dans la loi, hein, on n'a rien inventé. Hein. Un discours loyal, clair, que tu as une information, un consentement libre et éclairé. Ouais. C'est des mots qui parfois sont un petit peu galvaudés, mais qui ne le sont pas du tout. Je ne vais pas dire que les chirurgiens gentils n'ont jamais de problème, mais si tu expliques au patient qu'il y a eu un problème ou qu'il va y en avoir ou que par transparence que c'est une chirurgie qui va être compliquée, on désamorce quand même beaucoup de choses. Ouais. Après, tu ne peux pas être responsable non plus de ce que mettent les patients derrière, comment ils sont conseillés. On a tous des histoires, on se dit mais pourquoi le patient t'en veut alors qu'au final ça va pas si mal, Ouais. mais parce que peut-être qu'il est conseillé, qu'il y a des bénéfices secondaires. Il y a des patients qui sont en arrêt de travail pour des mauvaises raisons, qui ont un cousin ou un copain avocat qui disent ouais, là, il y a... ça, tu ne peux pas le maîtriser. Mais encore une fois, en parlant, en expliquant, je pense qu'on peut désamorcer beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'aspect déjà autour, non technologique, mais pour la technologie, elle est importante parce que le meilleur moyen, effectivement, de ne pas avoir de problème, c'est d'être dans le process. Donc, tu vois, le process qui peut être contrôlé. Et nous, je pose toujours de façon systématique aux patients, est-ce que vous êtes à un niveau d'information qui vous rend complètement confiant avec la chirurgie? Si le patient me coche oui, ok, on y va. S'il me coche non, il y a mon équipe qui contacte le patient. Je dis, quel est le problème? Okay. Est-ce que c'est un problème d'information? Est-ce qu'on a un problème d'anxiété? Est-ce que c'est un problème? On va en parler, en fait, désamorcer. Et ensuite, le post-opératoire, faire des radiographies, ça paraît tout bête, mais ça nous aide à savoir s'il y a un problème. Nous, notre problème en chirurgie de la hanche, c'est souvent, la cause numéro 1 de poursuite aux États-Unis, c'est l'inégalité de longueur. Ouais. Mais si elle n'est pas vraie, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, tu peux avoir une sensation, par exemple, d'inégalité, je parlais dans les détails, mais tu peux avoir une sensation d'inégalité de longueur, mais elle n'est peut-être pas vraie. C'est parce que peut-être ton dos va mal, etc. Mais il faut avoir fait la radio pour pouvoir l'expliquer au patient. Okay. Donc c'est de la techno aussi qui va nous aider à être... voilà. Moi, j'ai fait mon process. J'ai une dernière question sur l'aspect judiciaire, après on va partir sur autre chose. C'est justement sur ton hygiène de vie. Est-ce qu'elle est regardée, en tout cas par ton employeur, le CHU par exemple, ou par tes patients? Pourquoi je pose cette question? Et j'en reviens au côté judiciaire. Je regardais un documentaire sur un chirurgien américain qui se fait juger au pénal. Et en fait, il a fait une erreur médicale. Et ce qui a été regardé, c'est qu'à 1h du matin, hier, il avait éteint son téléphone portable, il avait bu 2 verres de vin, il avait mal garé sa voiture sur le parking de l'hôpital. Et finalement, c'est sur ces faits qu'il s'est fait juger en disant qu'il n'était pas en capacité d'opérer ce jour-là. Je reviens à cette question, est-ce que ton hygiène de vie aujourd'hui, tes habitudes, est regardée, écoutée, pour voir si effectivement il y a peu de probabilité que tu vas commettre une erreur lors d'une chirurgie? Oui, alors non, c'est de l'ordre de l'éthique personnelle. Effectivement, est-ce qu'il y a des contrôles qui existent? Oui, dans le sens où il est possible, si l'équipe a une question ou une inquiétude sur l'état d'ébriété ou d'autres choses d'un chirurgien, il y a des process, bien sûr. Hein, ça reste, on peut arrêter une chirurgie, il y a des
processus qui existe, bien sûr. On ne laisse pas opérer n'importe qui. Maintenant, il faut se méfier aussi de ce qu'il y a dans les médias, dans les réseaux, etc. Enfin, ce genre de... Moi, je travaillais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même il n'y a pas cette épée de Damoclès permanente. Mais c'est des choses qui viennent petit à petit, mais qui sont légitimes. Par exemple, jusqu'à il y a quelques années, alors maintenant c'est fini tout ça, mais c'était OK d'aller au bloc après une garde. Ben, si tu dis ça au public, mais vous faisiez ça. Oui. Mais ouais, parce qu'en fait, on apprenait dans la résistance. Oui. C'était OK que ça soit dur, en fait. Aujourd'hui, Bien sûr. beaucoup moins, Oui. mais c'est légitime. On Ok. peut aller au bloc alors qu'on n'a pas dormi de la nuit. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, aujourd'hui, très clairement, dans le judiciaire, si il y a un problème au bloc et que le gars était de garde la veille, c'est marrant, c'est sûr, Ah oui. ça marche pas. Donc, et c'est normal. Donc, il y a... Ok. Mais je pense qu'on a une génération aussi qui a plus conscience de ça. Oui. Je connais pas de chirurgiens qui vont aller faire une fête la veille d'une chirurgie. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus peut-être, Oui. tu vois. Donc, Mais c'est des cas très, très ouais, spécifiques, voilà, très exactement. particuliers. Et si c'est le cas, mais peut-être qu'aux États-Unis, on ira chercher le bonhomme et on lui dira, ouais, c'est pas normal, quoi. Ouais. Et c'est tout à fait légitime. Ok. J'aimerais venir maintenant sur tes origines, ton parcours, la jeunesse de tout ça. Peut-être Nicolas, l'adolescent ou le jeune adulte, qu'est-ce qui t'a poussé Ouais. dans la médecine? Alors moi, j'ai toujours été attiré par ça. Familialement, j'ai pas de médecin, mais ma maman est aide-soignante, donc elle a toujours baigné, j'ai toujours baigné là-dedans, dans l'amour du patient. Soignants, c'est des gens qui sont vraiment au cœur du soin, parce qu'ils sont vraiment au contact du patient tous les jours. Il se trouve qu'elle travaillait dans un service d'orthopédie, donc peut-être que ça a influencé pas mal. Il se trouve que j'ai eu un accident de ski où je me suis fracturé la jambe et j'ai été traité dans le service CHU. de ma maman. Non, justement, c'était dans une Ok. clinique avec un gars formidable, docteur Delanne, qui a été un petit peu mon parrain dans le sens où dès que j'ai fait orthopédie, voilà, ça lui a plu. Oui. Voilà. Bon, c'était en médecine, ça. Et en amont de ça, j'ai une grand-mère immigrée espagnole de notre siècle qui travaillait pour des orthopédistes quand ils sont arrivés à Toulouse, Ok. sans le sou et sans papier. Donc voilà, une histoire familiale qui est sûrement un peu liée à ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et ensuite, pendant mes études, alors je voulais pas forcément faire de l'orthopédie. Initialement, je voulais faire de la neurochirurgie. Et en fait, je suis passé en orthopédie et c'est quand même assez fascinant parce qu'on a des grands-enfants qui jouent avec des prothèses, qui s'emboîtent. C'est une chirurgie, je vais oser le mot, c'est un peu choqué, mais Lego. qui est ludique en fait. C'est-à-dire que, comme je te disais, et qui est hyper rewarding parce que tu as un patient qui va mal. Il y a peu de spécialités dans la médecine où un patient va mal, il sort, il est guéri. Oui. Pas il va mieux, il est guéri parce qu'il a une pathologie fonctionnelle. Et tu as des patients qui ont on utilise même d'ailleurs des scores en chirurgie de la hanche, qui est le score de hanche oubliée. C'est pas je vais bien, c'est je sais même pas que j'ai été opéré. C'est Ouais. quand même fou. Ouais. Et donc en fait, tu as cette espèce de tout ça m'a amené vers l'orthopédie et mes maîtres que j'ai rencontrés pendant mon internat, Chiron, Puget, Bonnevial, Mansat, qui m'ont donné voilà, quand tu as des gens qui sont animés, bon, ça te donne envie quoi. Est-ce que tu peux... On parlait tout à l'heure de ces cours de théâtre à l'université, en tout cas, quand tu étais étudiant en médecine. Est-ce que tu peux raconter un petit peu Ouais, des cours comme ça, les amphithéâtres, l'ambiance on a tous des anecdotes avec l'éthique physique même de tel prof, les blagues, c'est des moments en fait. Et ces amphis, effectivement, moi je me suis régalé en première année de médecine, qui pour beaucoup de gens sont difficiles. Mais moi, c'était le théâtre tous les jours, c'était génial. On voit 600 copains, c'est vraiment... Alors, en pratique, on bosse beaucoup, mais quand tu bosses dans cette ambiance-là, tu apprends que des choses incroyables. Et tu as des anecdotes après multiples. J'en ai 1000, mais tu as des premières dissections dans les cours de la fac. C'est impressionnant. Tu es à la fac, tu as 18 ans, quoi. Ouais. Tu as les premières dissections, tu as le prof de sciences humaines et sociales dont l'hôpital porte le nom, qui a 90 ans, qui a une espèce de sommité incroyable, qui est brillant, qui parle de tous les sujets, que des gens fascinants, quoi. Ouais. C'est génial. C'est génial. Tu sors du lycée, tu sais pas ce que tu veux faire vraiment, tu as des gens incroyables, tu vois. On a tendance à mettre les professeurs sur un piédestal quand on Ouais. est étudiant en médecine. Ouais, un petit peu. Ben, c'est ton seul contact avec la médecine, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu rêves de faire Grey's Anatomy, tu n'as toujours pas vu un patient,
Et après, on te donne des superstars qui viennent voilà, Ouais. un peu fascinants. Voilà. Alors, il y a le statut. C'est vrai que quand tu fais médecine, ça résonne plus. Peut-être que pour les gens qui sont pas dans le métier, ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Moi, j'ai ma femme n'est pas du tout dans le milieu. Pour elle, le prof, quel intérêt, quoi. Ouais. Pourquoi tu ferais ça? Va dans une clinique, tu seras tranquille. Ouais, mais en fait, on est animé par d'autres trucs. Donc, ouais. Est-ce que ces C'est- professeurs, c'était des grands orateurs, très Alors, charismatiques, sur le plan du puissants? théâtre, en fait, voilà, t'as de tout. Hein, parce que t'as quand même le prof qui est une espèce de puissance, mais qui est un peu dans ses bouquins, un peu Asperger, tu vois, Ouais. c'est des gens brillants, mais il y en a qui s'ouvrent pas. Et après, t'as des grands théâtreux qui font un sketch au Général de bloc, Gaulle, de qui font l'humoriste, quoi. des blagues tout le temps, au bloc opératoire. C'est une salle un peu fermée où t'as les petits externes, t'as le patron qui opère, t'as 15 personnes dans la salle, voilà, bon. Ok. Mais c'est vrai que, alors tu parlais de théâtre, c'est marrant parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais ado. Et il est sûr que ça donne des facilités. Alors, pas dans l'enseignement, mais dans l'enseignement plus extra-universitaire. Moi, je fais énormément de conférences, tu vois, parce qu'on fait des publications. Donc, quand tu fais des publications, tu es invité à droite à gauche. Je dois faire 2 à 3 conférences par mois, tu vois, donc je voyage beaucoup. Ouais. Et c'est sûr que l'art oratoire, c'est un truc qui ne s'invente pas, quoi. C'est de capter une foule, voilà, enfin une foule. Hein. C'est les congrès, hein, on est maximum 1000, tu vois, mais c'est Ouais. pas. Mais c'est capter une attention, exciter l'intention sur un sujet. Parce qu'on parle, je te rassure, hein, on parle de prothèse de hanche et de métal. Bien sûr. Il faut quand même. Voilà, bon, c'est des passionnés, mais tu vois, Ouais. c'est de la technique, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Bien je me sûr. souviens alors j'ai fait des études de kiné, même je ne suis pas aujourd'hui. Je me souviens que mon professeur d'anatomie, c'était un discours qui était plat, monologue, sans émotion. Et les cours, en tout cas, de judiciaire en dernière année, de législation, au niveau de la santé publique, etc., il avait tellement peu de curiosité de la part des élèves qu'il était obligé d'y mettre la forme, quoi. Ouais. Et en fait, il nous captait tellement que finalement, on était, Mais c'est vrai que tu as on des était cours. absorbés. Tu as des cours plus difficiles comment dire À digérer quand t'es ouais, à digérer et du coup à présenter bien, quoi. Il y a des trucs alors nous en plus en orthopédie, alors que même si c'est une super spécialité en pratique, Ouais. mais c'est vrai qu'en termes de cours c'est quand même peu de place à l'internat. Ouais. Donc en fait il faut capter l'attention des étudiants qui savent que au pire à l'internat ils auront une question sur la fracture du col du fémur chez une grand-mère. Bon, ils savent que il n'y a pas de gros challenge, mais il faut les capter cette attention et leur donner envie. Donc, il y a le stage qui aide aussi pour ça. Mais c'est sûr que c'est une interaction permanente, quoi. Et toi, tu fais quel type de professeur, du coup? Ah, avec tes ça, étudiants il faudra demander à des étudiants. Ouais. J'essaie en tout cas de... Enfin, c'est un échange. Quand tu as des étudiants qui sont intéressés, en fait, ça devient... Le stage n'a rien à voir. Oui. Parce qu'en fait, tu as envie de leur donner... voilà, et tu dis, ouais... Si le gars, le petit jeune, il te dit j'ai envie, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une petite externe qui me dit moi je veux faire médecine légale. Donc c'est pas ma spécialité. Mais la petite adorable, très motivée, etc. Donc j'ai dit écoute, je vais faire un challenge, tu restes un mois, je vais te faire changer d'avis et tu vas faire orthopédie. Bon, j'ai pas réussi sur le dernier coup, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. D'arriver à... Parce que tu vois, ça devient un espèce de jeu, tu le montres toute la spécialité, Bien sûr. c'est hyper intéressant, tu vois. On est là pour convaincre et donner des vocations aussi. C'est clair, c'est clair. Ensuite, tu termines tes études en France et tu pars, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Ouais. Côté Alors, Mayo Clinique. Ouais, en fait, moi j'ai fait. Quand tu fais les études de médecine, donc tu as 6 ans, tu as un socle commun. Et après, tu passes l'internat. L'internat, c'est un grand concours national où, en fonction de ton classement, tu vas choisir ta ville et ta spécialité en France. Et en fonction de ça, tu es plus ou moins bien classé dans ta spécialité et dans ta ville. Moi, j'avais prévu complètement de partir. J'avais dit, je n'ai pas forcément de vocation à rester à Toulouse. Et il se trouve que j'ai été très bien classé à Toulouse. Et dans d'autres villes, un peu plus aléatoires. Parce qu'il suffit qu'une ville, cette année-là, il y ait 8 Lyonnais, mais tu n'auras pas la place à Lyon, alors que voilà, bon. Ouais. Et finalement, je suis devant l'évidence, je me suis dit, je vais rester à Toulouse, je suis hyper bien classé dans ma ville, je vais aller dans ma ville, quoi. Bon, voilà. Il se trouve que ça s'est très bien passé. Donc j'ai passé 5 ans d'internat, et à la fin, j'ai fait ce qu'on appelle un master, parce que pour être professeur, donc à la fin d'internat, je savais que je voulais rester à l'hôpital et être prof. Donc j'ai fait un master qui m'a laissé 3 mois de battement où j'avais été pas en stage, mais j'avais fini mon master. Donc déjà là, je suis parti 2 mois à New York, ce qu'on appelle le Hospital Special Surgery, qui est un hôpital dédié à l'orthopédie.
Voilà, New York, c'est incroyable. Voilà. Et ensuite, en tant que stage, pour finir mon internat, mon dernier stage, je suis allé à Oxford. Oxford, j'ai passé 6 mois et c'est une grande université. Donc là, tu prends goût à ce qu'on peut faire avec des moyens de recherche, avec des moyens intellectuels et ça te donne un peu de perspective. Donc, conforté là-dedans, je suis devenu ce qu'on appelle chef de clinique. Tu as fini internat, mais tu n'as pas encore le droit de t'installer ou d'être universitaire. Et tu deviens, tu peux donner des cours à la fac, etc. Donc, j'ai fait ça. Tu deviens un spécialiste. Pour faire passer de ça à prof, il faut avoir fait un an forcément de ailleurs. Ok. À l'étranger. Alors, pas forcément. Si tu as le plus grand centre du monde qui est dans la France, ben, Ouais, ok. c'est acceptable d'aller en France. Mais pour s'ouvrir l'esprit, c'est mieux d'aller dans un endroit anglo-saxon. Et il se trouve que la clinique, enfin, l'hôpital, le clinique c'est un mot américain, mais l'hôpital numéro 1 au monde, mais tous les classements depuis 40 ans, c'est l'hôpital Mayo, Ok. qui est au milieu de rien dans le Minnesota, aux États-Unis. Et donc je suis parti un an là-bas et c'est formidable. Parce que tu vis de la médecine, quoi. Et tu as des gens du monde entier qui sont là. T'as un niveau intellectuel et de recherche qui est assez fascinant. Ouais. Et des moyens qui vont avec. Voilà. Donc tu es au milieu de nulle part. Tu as 6 mois d'hiver. C'est quand même très au nord, près du lac supérieur. Bon, il se trouve que j'ai de la famille, les parents de ma femme qui habitent à côté. Donc ça a été une année aussi familialement qui était formidable. Donc voilà, c'est super. Ce que tu cherchais, c'était une ouverture. Ouais, À améliorer aussi ta langue anglaise. Ouais, effectivement. Alors après, j'avais vécu, tu vois, en Angleterre, donc c'était pas un problème. Mais par contre, ça te fait du réseau. Oui. Tu fais partie des anciens de la Mayo et c'est vrai que ça ouvre des portes en fait. Ouais, Parce que c'est du réseau. Bien Ouais, sûr. mais pas que dans LinkedIn pour inviter les invitations au congrès, Bien sûr. pour aller publier, il y a ce réseau-là qui est clairement important. L'étudiant va rechercher justement à s'exposer au plus de chirurgie, de pathologie possible. L'étudiant là-bas? Enfin, l'étudiant en médecine. Ah, d'une manière générale. Ouais. Après, ça dépend des caractères. Mais le conseil que je peux donner à tous, c'est si vous avez envie de faire une spécialité, mais allez voir votre patron. Mais si vous n'avez pas eu le stage, tout le monde vous prendra une après-midi si vous avez envie de voir des interventions. Il faut s'exposer en fait. Ouais. Et parfois, par timidité, certains n'osent pas. Et ensuite, parce que le système est fait qu'il y a des échéances, donc il faut passer l'internat. Oui, mais si tu te focalises sur l'internat, tu vas passer à côté de ce qui fait la passion, c'est-à-dire tes stages. Voilà. Donc il faut savoir faire un équilibre entre les stages et les études. Ok. On va arriver à environ 1 heure d'interview. J'ai encore 2-3 questions, si ça te va. Bien sûr. Ouais. C'est quoi tes projets pour le futur? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu travailles, une feuille de route professionnelle? Ouais. Alors, on est rythmé par comment dire, l'évolution des recherches et de la science. On travaille avec beaucoup d'industriels, donc en fait, on est très au contact et c'est vraiment une vertu de rester dans l'hôpital ou en tout cas dans des endroits un peu des gros centres. C'est qu'en fait, la technologie va beaucoup rythmer ça. Effectivement, l'avènement des robots en hanches qui sont plus discrets, mais forcément qui vont amener des choses. On reste au contact de ça. Oui. Donc, l'intérêt sur le plan professionnel, clairement, il est là. Il faut qu'on ait les opportunités de pouvoir continuer à travailler avec la même qualité. C'est un vrai sujet en France. On voit qu'il y a des limitations de coûts partout. Et donc, en fait, l'hôpital public a des problèmes. Il ne faut pas se voiler la face sur des problèmes d'organisation, de financement également. Bon, je ne vais pas rentrer dans les questions politiques, mais il va falloir qu'on puisse continuer à travailler avec ce niveau-là d'exigence et pas niveler par les coûts. C'est souvent la question. La question, ce n'est pas combien on va générer, c'est plutôt combien on va coûter. Et c'est vrai que ça limite peut-être la perspective avec la difficulté d'avoir des nouvelles technologies, d'avoir des robots, d'avoir tout ça, parce que, oui, mais c'est cher. Oui, mais d'accord, mais soit on veut être en avance de phase, soit on sera des suiveurs tout le temps, quoi. Donc, il y a ça. Et donc, le travail avec les industriels est hyper important pour nous. Okay. Nous, on a souvent vu dans le public comme les conflits d'intérêts. Alors ça, les choux gras de tout le monde, très bien. Laboratoire pharmaceutique qui t'invite au golf, voilà. ou à Roland Garros pendant 3 jours. Exactement. Mais souvent, dans la très très grande majorité des cas, c'est pas ça. Dans la grande majorité des cas, c'est dans des conférences pour aller publier, discuter. Je vais dire un truc qui peut choquer, mais en fait, quelqu'un de renom qui n'aurait pas de conflit d'intérêt,
ça serait une inquiétude, dans le sens où tu ne peux pas être expert. Alors, effectivement, si tu as un conflit d'intérêt et que tu t'achètes une voiture avec ce qu'on t'a donné un gars, bon, il faut se poser des questions. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est d'avoir une espèce de discussion avec plein de gens, des industriels, parce que c'est eux qui ont quand même la ressource de l'innovation. Oui. Et toi, si tu amènes une recherche universitaire là-dessus, et le rôle des universités majeur là-dedans, on va pouvoir co-construire en fait. Et ce lien, il est un peu faible en France. Okay. On a du mal à considérer qu'un conflit d'intérêts est une bonne chose. On a Pierre Fabre à 30 km de Toulouse. C'est OK que Pierre Fabre investisse dans l'hôpital. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ou de façon très marginale. Tu vas à Cambridge, il y a une aile de l'hôpital à Cambridge qui s'appelle AstraZeneca. Et c'est OK. S'il y a une convergence et que en fait, il y a des limites à ça. Et peut-être, tu vois, c'est une vraie question. Donc, je pense qu'on va continuer à travailler là-dedans. Moi, j'ai aucune velléité, parce que s'il y avait ça derrière ta question, des fois, on me dit, mais pourquoi tu vas pas en clinique? Mais parce que, en fait, moi, je travaille dans le meilleur hôpital du monde, avec des gens extraordinaires, je m'entends avec tous mes collègues, et on fait de la recherche, on publie 30 papiers par an, et on voyage toute l'année. C'est génial, en fait. Voilà. Et on a une qualité de soins qui est très, très élevée. Moi, je suis très fier de travailler dans ce service. Aujourd'hui, enfin, on voit souvent des documentaires sur les hôpitaux, les publics notamment, qui ont des problèmes de rentabilité. Le principal client, finalement, de l'hôpital public, c'est la sécurité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, un hôpital public est rentable? Tu parlais tout à l'heure d'avoir plus de médecins sur le territoire français, qui augmenterait la charge salariale. Mais parce que, en fait, comme c'est la même personne, le payeur et l'hôpital, le problème, c'est que c'est analysé de façon un peu biaisée. C'est-à-dire qu'on va limiter par les coûts. C'est-à-dire qu'on va dire il y a trop de gens dans les hôpitaux. Il faut se rendre compte que 50% de l'hôpital public, ce n'est pas forcément des gens qui soignent des patients. Ouais. Donc il y a peut-être de la restructuration qui se fait à plein de niveaux, mais c'est certainement pas en enlevant des infirmiers. Ouais. Encore une fois, c'est la politique, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais peut-être que c'est en restructurant sur le plan de la gestion, peut-être redonner un peu d'autonomie, parler de Mayo Clinique. La gestion, elle est toujours associée, médicale et administrative. Ce qui s'est peut-être perdu. Peut-être que c'était bien que les médecins ont moins de pouvoir qu'il y a 50 ans, mais peut-être qu'il y a une co-gestion. Il y a des modèles comme ça où les médecins gèrent leur service, sous tutelle, mais gèrent leur service. Moi, je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça. Donc, il y a des sujets. Donc, savoir s'il y a trop de gens à l'hôpital, c'est un peu difficile, mais on sait qu'il y a des systèmes privés qui fonctionnent très bien avec moins de gens. Ouais. Donc, c'est qu'il y a certainement de l'amélioration d'efficience à faire. Ou si on ne réduit pas, peut-être qu'on peut réutiliser certains agents à faire d'autres choses. Ouais. Je te parlais de la surveillance digitale, mais est-ce que vous savez comment vont les patients post-opératoires? Non, mais faites-les appeler pour voir comment ils vont. Peut-être faire du suivi. Ouais. Je pense que le futur est au service, en fait. Okay. Et qu'on sorte dans l'espèce de gestion à l'ancienne, un petit peu du patient. Peut-être qu'il faut rajouter du service. Parce que c'est un service qu'on donne à la population. Et peut-être qu'on a besoin de moins dans tel service, mais un peu plus dans tel service, que ça soit un peu plus modulaire. Voilà. Alors c'est vrai que nous, Français, on s'est battus pendant les dernières années, en tout cas, à atteindre justement cette protection sociale qui nous est offerte par l'État, qu'on pourrait appeler d'État-providence, et qui est un modèle social quasiment unique à l'international. Est-ce que tu penses que justement cette question des problèmes de rentabilité de l'hôpital sont dépendants, sont liés à ce côté État-providence, et si tu penses que les hôpitaux publics auraient un intérêt à aller ou à tendre vers la privatisation? Le modèle économique, il est assez vertueux et sans... Parce que ce que tu me poses comme question, c'est rentrer dans une considération politique, mais je vais te répondre différemment. Il faut voyager pour voir à quel point un système différent est dangereux. C'est-à-dire si on dit, OK, parce qu'un des moyens d'économiser de l'argent, c'est de dire, venez plus dans les hôpitaux, allez dans les cliniques. Parce qu'effectivement, c'est moins cher, c'est plus rentabilisé. Donc, est-ce que si on a vraiment la même qualité de soins? Aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut vraiment certifier. En tout cas, si on va dans un système comme les États-Unis, qui est un système qui est vraiment pour le coup à deux vitesses, tu es très, très, très bien soigné à la Mayo. Ouais. Mais le chèque d'entrée, c'est pas le même. Ouais, non, tu laisses une vie. Donc aujourd'hui, la qualité de soins que tu peux avoir dans les hôpitaux publics, elle est très élevée.
Mais il faut donner aux gens qui donnent de la qualité de rester. Parce que si tu déshabilles l'hôpital public, ben, tu auras peut-être des gens de moins bonne formation. On a déjà certaines spécialités où on a du mal à recruter. Ben, tous ces gens-là, ils vont aller en clinique et peut-être pas faire les mêmes soins. Ok. Patiente ce matin me posait la question, mais est-ce que je peux payer plus pour la meilleure prothèse? Ça n'existe pas ça en France. Tout le monde a la meilleure prothèse. Parce qu'en fait, on est bloqué pour... C'est la même chose en fait. Les industriels ont obligation de proposer leur prothèse à tel prix. Ouais, bien sûr. C'est fou comme concept. Alors que ça, aux États-Unis, ça se verrait. Ah mais bien sûr. Avec différents prix de prothèses. Rien à et voir. d'interventions chirurgicales. Bien sûr. Et donc c'est un système complexe. Mais il est sûr que un des biais, encore une fois, pour quand même répondre à ta question, un des biais majeurs, c'est qu'il n'y a pas encore ou pas suffisamment de vertu à la qualité à l'hôpital. C'est-à-dire que on peut très bien considérer que faire beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas très suivi. Il y a peut-être un problème de RH pour le coup, tu vois, et de recrutement. Aux États-Unis, y compris dans les hôpitaux publics, c'est classique d'avoir des mercatos, du grand mec spécialiste du truc. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Okay. Là, soyons évalués sur nos pratiques, la qualité de ce qu'on fait. Ouais. Ok. J'aimerais peut-être terminer cette interview sur 2 histoires, 2 anecdotes, peut-être une négative avec un patient, ça s'est mal passé, je sais pas, il s'est plaint, je sais pas, quelque chose que tu aurais en tête. Et peut-être terminer avec une histoire positive, à quel point tu as changé la vie d'un patient, parce que tu as pu soulager en tout cas une douleur ou... Je vais te raconter 2-3 anecdotes, les positives, les négatives, je vais y réfléchir. En fait, j'ai une pratique, comme tu as compris, qui était très basée sur l'évidence, sens anglais, c'est-à-dire la preuve. Aujourd'hui, moi, mon discours, c'est je n'ai pas de raison de leur interdire quoi que ce soit après une prothèse totale de hanche. C'est très discuté, parce que quand on opère un patient d'une prothèse totale de hanche, il y a un des risques historiques qui est le fait que ce luxe, la prothèse sort de sa petite logette. Mais moi, en fait, dans ma pratique, j'ai décidé de rien interdire parce que toutes les études montrent qu'il n'y a pas de bénéfice à interdire. Et donc, en fait, c'est assez marrant et ça fait réfléchir à quel point des fois tu peux te faire prendre toi-même par ta bonhomie ou ton côté positif, ton optimisme. Et j'ai un patient qui est un ancien joueur de très haut niveau dans un sport très toulousain à qui j'ai dit, bon, tu fais gaffe, parce que les patients jeunes, on sait qu'ils en font trop, machin. Et je reçois une vidéo de sa femme 2 mois après la chirurgie, 2 mois et demi après la chirurgie, qui me montre ça va. Et en fait, il était en train de faire du wakeboard derrière un bateau. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je dis? Il faut que j'arrête en fait d'autoriser les patients. Mais au final, il ne s'est rien passé. Et c'est vrai que du coup, c'est vachement intéressant de voir à quel point on peut repousser les limites et dans quel point, et c'est pour ça que je raconte souvent cette anecdote, c'est que en fait, c'est nous qui mettons des barrières à nos patients. Et quand je dis qu'il faut de plus en plus, et le futur, tu m'as dit, est-ce qu'il sera technologique? Il est beaucoup plus dans le patient, parce qu'en fait, ce patient-là, peut-être demain, j'aurais été capable de lui dire, écoute, fais du wakeboard. Parce qu'on sait que pour le coup, il y a un cercle vertueux à dire, plus vous avez des objectifs élevés, plus les résultats seront favorables. Et ça, on commence à avoir des données pour le faire. Donc, tu me posais la question sur des patients à qui on aurait changé la vie, entre guillemets. Oui, moi, je me souviens d'une patiente que je revois régulièrement, qui atteint une forme de danisme que j'ai dans mon bureau avec son papa. Danisme, tu peux Nanisme, excuse-moi. C'est-à-dire, elle était de petite taille parce qu'elle a un problème de cartilagineux. Et cette patiente, elle était là avec son papa. Et en fait, ils ont tous le même problème génétique dans la famille. Et le papa qui me dit, voilà, elle a mal aux hanches. Et moi, j'avais mal aux hanches exactement comme elle. Est-ce que vous pouvez l'opérer? Et c'est vrai que quand tu regardes la radio et quand tu regardes là comme on a été formé, il n'y a pas vraiment de raison de l'opérer. Dans le sens où, en fait, on sait que c'est du cartilage qui est de mauvaise qualité, mais est-ce qu'il faut vraiment aller faire un geste invasif? Et en fait, le papa en pleure en me disant, à un moment, il craque, il me dit, mais moi, on m'a dit, de son âge à l'âge que j'ai, qu'on ne pouvait pas m'opérer parce que j'étais trop jeune. Et
pourquoi elle est venue me voir, parce qu'elle venait de loin, mais parce que nous, on est un peu spécialisé dans la pathologie dégénérative du patient jeune. Et donc, on opère des patients plus jeunes que ce qui est classique, on va dire. Et en fait, cette patiente, elle faisait plus rien, en fauteuil roulant de plus en plus souvent, elle est 14 ans. Et à un moment, tu dis, j'ai pas... La science, elle dit un truc, mais à un moment, il y a aussi une discussion. Il faut parler des bénéfices et des risques de la chirurgie. Et on l'a opérée d'un côté, puis de l'autre. Alors que le consensus des collègues à qui j'en ai parlé, c'était il ne faut pas l'opérer, elle est trop jeune. Ouais. Et au final, elle a retrouvé sa vie sociale, elle a un job, elle a repris ses études, sa vie sociale, sexuelle, personnelle. Et en fait, elle, tu lui as vraiment changé la vie. Et ce qu'on fait, c'est effectivement, nous, on fait un métier très fonctionnel, mais au final, on peut avoir des impacts. Et elle, à chaque fois, elle est ravie, elle revient, on en discute. Et tu as eu un vrai impact, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours touchant, en fait, à quel point tu peux avoir un impact. Voilà. De ce que je comprends de tes deux histoires, c'est que le paternalisme traditionnel médical, tu le balayes. Ouais, un peu. Ouais, ça fait pas partie, en tout cas, de ton approche de la médecine. Et que tu vas avoir ouais, c'est marrant de l'analyser comme ça, je ne le voyais pas comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, il faut un peu s'affranchir du top-bottom qui est cette médecine qui dit bon, alors, il faut vous faire ça, ça et ça. Parce qu'en fait, alors c'est ma personnalité, mais c'est surtout qu'on a tort en faisant ça. Parce que le meilleur moyen, tu parlais d'avoir des problèmes judiciaires, etc., c'est d'imposer quelque chose à quelqu'un. Moi, il n'y a aucun patient qui n'a pas décidé de se faire opérer. Ouais. C'est l'autonomie. Et les patients ils me disent souvent ah, mais moi, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas été habitué comme ça. Ça, c'est très anglo-saxon pour le coup de dire aux patients qu'est-ce que vous avez envie de quoi. Ouais. Et plein de patients ne sont pas capables de décider. Parce qu'on ne nous laisse pas dans plein de. Il y a un seul fournisseur d'énergie, on a été habitué comme ça. Et en fait, en rentrant les patients dans le process, ils vont mieux comprendre, ils vont s'y intéresser et ils auront pris la décision. Ouais. Ce n'est pas pour les responsabiliser si ça se passe mal, mais c'est juste qu'en fait, ils sont plus acteurs de leurs soins. Et en fait, ça change tout. L'autonomie, le consentement éclairé, c'est j'ai 2 chirurgies à vous proposer, une a plus de risques que l'autre. Non, il y a toujours une troisième, c'est ne rien faire. Ne rien faire. Et ça, c'est important. Parce que ne rien faire, ça veut dire rester comme ça. Est-ce que vous pensez que rester comme ça, vous serez heureux ? Si c'est non, c'est que peut-être vous avez besoin de moi. Tu vois, il y a vraiment cet échange de savoir est-ce que je vais pouvoir améliorer votre vie avec des risques et des bénéfices, mais par contre, vous aurez décidé. Et si vous avez décidé, tu y mets plus de cœur à l'ouvrage, quoi. Tu ne vas pas le subir, ta chirurgie. Okay. Merci Nicolas. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Ah, tu m'as pris au dépourvu, là. Ça. Les jeunes générations de médecins. Non, je pense qu'on fait un métier qui est dur et qui est parfois demandeur en termes d'heures, d'investissement personnel, émotionnel, parce qu'on traite des gens. Mais très honnêtement, à refaire, c'est sûr que je referai ça. Ouais. On peut faire plein d'autres choses, plein d'activités à côté, mais il y a quand même peu de métiers aussi formidables que la médecine. Et donc, même si c'est des études qui parfois font peur pour des générations qui ont envie d'immédiateté, je pense que pour avoir un plan de vie et une vie intéressante et remplie, la médecine, il y a quand même peu de choses comme ça, quoi. Top. Merci beaucoup. Merci à toi.